Bonjour et bienvenue sur Plan B. Je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Descas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui d'un livre que tu as récemment publié, Le courage de renoncer. Bon, ça paraît un peu paradoxal, mais on va voir justement en quoi il faut du courage parfois pour renoncer. Le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable. On va parler du milieu des alumni de grandes écoles. C'est une variable assez clé pour le destin de ce pays et même le destin du monde. C'est là que on forme les futurs décideurs et où voilà, il faut qu'il y ait bien des changements dans ce milieu-là pour que le monde dans son ensemble change aussi. Tu vas parler de ton vécu en tant qu'ancien de HEC, ainsi que ta bifurcation et tes rencontres avec d'autres bifurqueurs, notamment à travers ton podcast qui s'appelle Oser, OZE. On mettra le lien dans la description et tu vas nous parler de ton vécu sans trop dévoiler ce qu'il y a dans ton livre, mais effectivement les enjeux de ces bifurcations et de cette crise de sens, on peut appeler ça comme ça. Alors avant, en préambule, il convient de dire qu'effectivement, il y a bien plus grave dans le monde que, entre guillemets, les états d'âme, la crise de sens des alumni de grandes écoles qui souvent aussi sont issus de milieux privilégiés. Là n'est pas la question. Il y a effectivement bien plus grave dans le monde. Néanmoins, à nouveau, c'est un enjeu important. Il y a des gens qui s'interrogent véritablement sur le sens de ce qu'ils font et le fait qu'ils puissent y trouver des réponses et éventuellement aller vers quelque chose qui ait plus de sens pour eux et pour la société nous paraît être un enjeu important. Donc voilà, nous sommes bien conscients du fait qu'il y a plus grave dans le monde, mais que voilà. Que dire d'autre si ce n'est que vous pouvez suivre l'ensemble de nos contenus sur mon site planb.info avec un S à plan. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur LinkedIn. N'hésitez pas pour nous aider à liker, commenter, partager nos contenus. C'est notre manière de nous faire connaître. J'ai aussi, et dernière chose que je dis en introduction, récemment lancé une campagne sur Tipeee pour essayer de me rémunérer très modestement pour ce travail quasi quotidien d'enregistrement d'interviews, de rédaction d'articles, de recherche, de discussion avec des experts, pour essayer de vous soumettre des synthèses accessibles et je l'espère intéressantes. Voilà. J'ai fait ce travail-là pendant 3 ans, totalement bénévolement. Là, au regard du temps que ça prend, j'essaie de me rémunérer à hauteur de quelques centaines d'euros par mois, donc modestement et presque symboliquement, mais ça aide toujours et c'est tout à fait appréciable. Je remercie les donateurs, dont certains ont versé d'ailleurs des dons voilà, assez conséquents, de l'ordre de un abonnement au Monde, par exemple. Donc c'est très flatteur et ça me motive pour poursuivre et améliorer sans cesse la qualité du travail que je tente de faire. Voilà, sans plus tarder, Jean-Philippe, je t'invite peut-être à présenter ton parcours, simplement. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, Cyrus. Déjà, je suis vraiment très heureux d'être là. Moi, je suis auditeur de Plan B en plus, donc c'est vraiment très, très chouette de pouvoir aussi participer. Mon parcours, alors tu l'as un petit peu dit, moi je suis un alumni de grande école. Peut-être pour me présenter de manière un peu globale, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, je vis à Toulouse. Je suis papa d'un petit garçon de presque 2 ans. Mais je suis né à Paris, dans le 15e arrondissement. J'ai fait toute ma scolarité dans Paris 15e, dans des établissements privés catholiques. Je suis né dans une famille que j'appelle néo-bourgeoise. Voilà, j'aime bien le présenter ainsi. C'est-à-dire que c'est une famille qui a le capital économique des bourgeois, mais pas le capital social, culturel et symbolique. Mes parents étaient issus de milieux les plus pauvres de la France. Ma mère a commencé à travailler à l'âge de 13 ans, mon père à l'âge de 15 ans. Voilà. Mais ils ont réussi en fait à accéder, en fait, à s'élever socialement pendant les 30 glorieuses. Et moi, je suis arrivé sur le tard, 20 ans après mes sœurs, quasiment. Et du coup, je suis arrivé à partir du moment où ils avaient une certaine assise financière et du coup, dans un cadre tout à fait privilégié. Euh, du coup, pour mes études, en fait, je savais pas tellement ce que je voulais faire à l'époque, à part faire de la musique. Ça, c'est voilà, c'est ce qui me branchait plutôt pas mal. Et donc, j'ai suivi un peu le modèle de mes copains en allant en classe préparatoire. Voilà, après un bac
économique. Mhm. Et puis en classe prépa, en fait, ça m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment passionné en fait pour la classe prépa et avec un vrai sentiment de satisfaction intellectuelle, notamment avec les cours d'histoire économique. Et puis avec aussi pas mal de chance derrière, j'ai réussi à intégrer HEC. Mhm. Voilà. Chance et de l'effort. Enfin voilà, l'école prépa, c'est pas de tout repos. Ouais, ouais, bien sûr. On Alors, en mais reparlera après, d'ailleurs, hein, c'est ouais. ça. Bah, tout le monde travaille. Après, ça se décide sur un concours aussi. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quand même, en fonction du sujet qui tombe, en fonction du correcteur, etc., il y a une part non négligeable, effectivement, de chance qui détermine effectivement le fait de rentrer dans telle ou telle école. Et puis ensuite, donc HEC à l'époque se faisait en 4 ans, avec une année de césure au milieu. Très vite, en rentrant à HEC, je me suis rendu compte que en fait, il allait falloir que je trouve des occupations, puisque je suis arrivé enfin, au tout début, la semaine d'intégration, avec plein de gens qui avaient l'air de découvrir un petit peu la fête, l'alcool, etc. sur le campus, et je sentais que ça allait être un petit peu comment dire, la colonie de vacances, avec des cours qui n'étaient pas complètement inintéressants, mais très très loin, j'allais dire, du niveau de réflexion qu'on pouvait avoir dans les cours de prépa. Donc une vraie déception Mhm. en arrivant. Et du coup, je me suis dirigé vers la junior entreprise. Je me suis dit, voilà, bah, ça sera un moyen de travailler, de découvrir le monde du travail, et puis aussi de gagner de l'argent, parce que j'avais fait 60 000 euros d'emprunt pour mes études à HEC. J'accélère un petit peu sur le parcours à HEC, mais voilà, je me posais plein de questions. J'ai essayé de travailler en finance, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. De manière générale, j'ai très vite compris à travers mes stages que travailler dans une grande entreprise et de manière générale dans une entreprise, dans un cadre hiérarchique très fermé, ça n'allait pas être pour moi. Et en fait, c'était un petit peu le moment aussi où se lançaient les startups, où l'entrepreneuriat prenait un petit peu euh, était pas mal mis en avant à HEC. Voilà, c'est le master entrepreneur prenait de l'ampleur. Et alors moi, je ne l'ai pas intégré pour des raisons, parce que j'étais en césure à New York à l'époque, fallait revenir pour passer les entretiens en France et voilà, c'était pas possible de dépenser 1 000 euros d'aller-retour juste pour un entretien. Du coup, je suis allé dans un master autour des métiers de l'art, la culture et des médias, parce qu'il y avait en fait une petite filière entrepreneuriale dedans, et surtout, j'étais passionné de jeux vidéo. Je suis toujours passionné de jeux vidéo, et en fait, on étudiait beaucoup les jeux vidéo aussi dans le cadre de ce master. Mhm. Et dès la sortie, bah, je me suis lancé avec un copain, avec pour ambition de faire des jeux vidéo à destination d'un jeune public pour leur donner envie d'aller dans les institutions culturelles. Mhm. Voilà, ça s'appelait Ex Machina. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis tout le monde nous a dit non, non, mais il va quand même falloir penser à gagner de l'argent, Jean-Philippe. Alors, on a fait oui, bon, d'accord. Et du coup, je suis rentré dans une petite entreprise de développement de jeux vidéo qui s'appelait Shugulu Games et qui faisait un petit peu la même chose, mais non pas pour des institutions culturelles, mais pour des grands groupes comme Mhm. Auchan, Renault, donc ce qu'on appelait des advergames, des jeux vidéo publicitaires. Et donc ça a D'accord. été ma première expérience de vivre dans des startups. Et très vite, enfin au bout d'un an et demi, l'entreprise a connu pas mal de difficultés. On a dû licencier la moitié des effectifs. Forcément, les budgets marketing étaient les premiers coupés suite à la crise des subprimes Mhm. qui touchait la France. Et ça a été très dur à porter pour moi parce que j'étais la seule personne qui était en charge du business dans l'entreprise. Donc j'ai vraiment pris pour moi en fait le fait d'être fautif dans le fait de devoir licencier la moitié des effectifs. Et ça a été assez lourd à porter. Donc j'ai préféré partir. Et à ce moment-là, il y a un incubateur allemand qui s'appelait Rocket Internet, qui est monté par les célèbres frères Samware, qui Mhm. en fait étaient spécialistes dans ce qu'on appelle le copycat de startup. Donc en fait, ils prenaient des startups de e-commerce qui fonctionnaient bien aux États-Unis généralement, et ils en faisaient des copies dans des pays dits à économie émergente, dans le but derrière de se faire racheter soit par l'acteur dominant, soit de faire des levées de fonds, etc. Il l'avait fait plusieurs fois en Allemagne et là, il voulait vraiment se lancer en Amérique latine, en Asie, en Afrique.
Et j'avais des copains, pareil, d'école, qui étaient rentrés là-dedans et qui étaient partis au Vietnam pour lancer un clone d'Amazon. Du coup, j'ai été recruté, mais moi, pour lancer un clone d'Amazon qui s'appelle Lazada aux Philippines. Hum, Donc, je suis parti là-bas. Ça a duré 4 mois. C'était censé être une aventure un peu plus longue, mais les choses ont évolué, enfin, évoluaient sans cesse. Chaque semaine, en fait, on avait des nouvelles directions stratégiques qui arrivaient. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait que le côté humain n'était vraiment pas au rendez-vous dans cet esprit-là. Il y avait une forte pression, beaucoup de mensonges auprès des populations locales que l'on recrutait. Et du coup, j'ai préféré arrêter. Mais toujours pour rester dans l'entrepreneuriat, j'ai rejoint un autre incubateur allemand, cette fois à Berlin, qui s'appelait Hitfox, dans lequel je suis resté plusieurs années pour monter plusieurs entreprises dans le domaine de la publicité en ligne liée aux jeux vidéo et notamment aux jeux vidéo mobiles. mhm. Donc là, je me suis vraiment plu au sein de cette boîte. J'ai eu la chance de bouger beaucoup à travers le monde pour rencontrer nos clients qui étaient très internationaux, de développer aussi l'entreprise aux États-Unis, à San Francisco. Et puis finalement, pour me rendre compte que bah, je m'étais fait avoir au niveau du pacte d'associés et que en fait les actions que je pensais avoir eh bien, n'en étaient pas vraiment. En tout cas, qu'il y avait énormément de petites lignes dans des Hum. documents qui faisaient que, en cas de vente, très clairement, je ne verrais jamais la couleur Ah ouais, de l'argent. ouais, ok. Donc j'ai dit très bien, puisque c'est ça, eh bien, je vais monter un truc concurrent. Et donc je suis rentré à Paris avec deux copains qui étaient aussi cadres dirigeants de cette boîte pour monter Mhm. une agence qui s'appelait Pocket Whale et pour faire en fait donc, du marketing dans les jeux vidéo. Et j'ai fait ça pendant plus de 6 ans, donc toujours Hum. dans le milieu publicitaire, jeux vidéo. D'accord. Euh, peut-être que je parle un peu du moment où du coup Bah oui, j'ai oui, après tout bifurqué, ça, etc. même Voilà. si alors, je sais pas si on fait une digression maintenant, mais j'ai l'impression que tu as finalement un parcours assez atypique. Alors, je sais pas quelle est la part des étudiants qui doivent s'endetter à ce point pour pouvoir payer leurs études, mais je veux dire, t'es pas non plus parti avec un matelas si conséquent. Et aussi, voire surtout en termes de débouchés, finalement, c'est une aventure assez entrepreneuriale dans un secteur assez particulier, dans le sens où et je le vois lorsque je fais des sondages à main levée auprès de mes étudiants de l'EM Lyon, que je salue au passage, et tu en parles toi-même dans ton livre, les deux principaux débouchés de très loin, et ça, je pense qu'on parle de 70-80% des alumni, c'est la banque d'affaires et le conseil en stratégie. Et voilà. Donc, j'ai moi-même fait partie de ce monde-là, et j'en fais toujours partie, je suis toujours consultant, mais je l'ai bien vu en sortant aussi de grande école. J'avais l'impression que c'était limite les deux seuls débouchés, c'était un peu ces deux choses-là ou rien. Donc, il y a un certain moule aussi qui fait qu'on s'oriente vers ces métiers-là. Bon, ils sont particulièrement bien payés, ils sont présents sur les campus et on est dans un monde qui, en gros, nous façonne de manière à ce que ce soit ces deux choix-là, et ce qui nous fait déjà éliminer beaucoup d'autres possibilités. Et c'est aussi deux choix où on se dit, bon, finalement, c'est des parcours assez généralistes qui ouvrent beaucoup de portes, qui sont formateurs, ce qui est pas faux, soit dit en passant. Ça peut enfermer dans un salaire élevé si en plus on se contraint à avoir des dépenses élevées, etc. C'est la course du hamster sans fin, mais pour l'avoir expérimenté, voilà, le conseil généraliste, c'est vrai que c'est formateur et que ça ouvre des portes. Mais peut-être revenir sur ce point-là aussi et sur les débouchés, parce que tu en parles hein, dans ton Mhm. livre, en quoi ça structure aussi quelque part la société, la manière de penser dans ces milieux-là. Ouais, bah, tout à fait. Enfin, tu le dis très justement, notamment le conseil est vraiment présenté comme une voie un peu. On pourrait faire un parallèle avec la classe prépa en fait, à savoir, bah, tu es un bon étudiant, tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, mais on t'envoie en classe prépa parce que bah, de toute manière, ça t'ouvrira le plus de portes, tu vas bien te former, apprendre à penser d'une certaine manière, etc. Et on retrouve ça un petit peu avec le conseil à la sortie de grande école. Bon, tu sais toujours pas ce que tu veux faire de ta vie, dans quoi tu veux travailler, mais c'est pas grave, va en conseil parce que tu vas voir plein de choses, tu vas étudier différentes industries, tu vas analyser, tu vas apprendre une certaine méthodologie, une rigueur, et derrière, tu pourras ensuite accéder directement à un poste cadre dans une industrie qui t'intéresse. Ou Typiquement, partenaire dans un cabinet, enfin voilà, c'est dans exactement, le. ouais. Ouais, voilà. Ouais. Donc ouais, c'est effectivement, il y a ce parallèle-là.
Alors après, il y a de plus en plus de choix entrepreneuriaux ou en tout cas d'alumni qui rejoignent, on va dire, le monde entrepreneurial depuis les années 2010. Pourquoi? Bah parce que il y a cette hype un petit peu hein, de la startup à nouveau. Mais ça reste effectivement minoritaire, toujours par rapport à l'audit, le conseil et la banque ou même la finance d'entreprise pour les sorties de grandes écoles. Mhm. Ah, très bien. Peut-être poursuivons sur ton parcours et ce qui t'a fait Ouais, réfléchir, remettre des choses en question. Bon, dans ton livre, tu parles beaucoup des sujets environnementaux et donc on va pas revenir là maintenant sur l'état de la ouais, planète, les gaz à effet de serre, les limites planétaires qu'on dépasse. Enfin, c'est extrêmement pertinent de le rappeler dans ton livre, mais on a un auditoire qui est à peu près au courant de ces choses-là. Et effectivement, ça fait partie de ces éléments qui peuvent provoquer des déclics. Mais dis-nous ouais. dans ton parcours comment ça s'est manifesté. Moi, pas tellement. En fait, la prise de conscience écologique est arrivée très tard pour moi. C'était vraiment sur la fin. Elle s'est fait au fur et à mesure. Moi, ce qui me gênait généralement dans le monde du travail, bah, c'était le travail de manière générale. Très très jeune, en fait. Le côté travailler très dur et profiter de sa vie à la retraite, c'est quelque chose en fait qui n'avait aucun sens. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui soit sont morts assez jeunes ou soit sont dans des grandes difficultés physiques à partir d'un certain âge. Donc je voyais bien que le côté on va profiter de sa vie à la retraite n'était pas forcément pertinent puisque vu l'état dans lequel étaient les retraités, je voyais pas comment est-ce Ouais. que À ce ça allait être train-là, il possible. resterait pas grand-chose Voilà, pour s'engager, quoi. Voilà. exactement. Donc le C'est- côté se contraindre et faire le dos rond pendant 40 ans, c'était pas quelque chose qui me parlait. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi en fait la filière entrepreneuriale et notamment le côté startup, puisque au-delà de la partie liberté par rapport à une certaine hiérarchie, il y avait aussi cette possibilité, un petit peu cette carotte qui est toujours mise en avant de on va pouvoir faire de l'argent très vite. Et du Hum. coup, en fait, accéder presque à une vie de rentier à un moment donné, puisque À sur un 35 coup, ans, ouais. voilà, exactement. Certains se disent ça en banque d'affaires aussi, hein, quelques super deals et à 35-40 ans, je fais les bons placements et j'en chie Et pendant 10 j'arrête. ans et bon, parenthèse refermée, mais je pense que c'est important parce que je l'observe aussi dans ce monde-là. Bon. Ouais, ok, ouais. Hum. C'est parce que, alors moi, je me souviens sur la banque d'affaires, les discours, c'était plutôt on va faire le dos rond pendant 5 10 ans, et puis Ouais, après, on aura un poste suffisamment élevé qui fait que on aura moins à subir, oui. on travaillera On peut un moins peu aussi, souffler. Ouais. Hum. voilà, mais en ayant un salaire très confortable. Hum. Mais voilà, moi, ce qui m'attirait, c'était ça. Et puis toute la dimension multiculturelle, en fait, qu'on rencontrait, en fait, dans cet univers des startups, Hum. et notamment dans l'univers des jeux vidéo, qui est très Hum. international. Hum. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que déjà, en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma dernière entreprise. Hum. On avait du mal à voir plus loin que 3 mois en termes de Hum. cash flow. Donc, quand Hum. pendant 6 ans, on voit pas plus loin que 3 mois, ça fatigue, alors qu'on a l'impression de travailler, de faire les choses bien, etc. Et quand on voit autour de nous tout un tas d'acteurs qui font de la fraude, qui mentent, qui n'ont aucune réelle utilité sur le marché, mais qui se gavent, c'est assez fatigant et assez décourageant. Et puis le marché s'est vraiment structuré d'une manière où, d'un côté, en fait, sur le marché publicitaire en ligne, Facebook et Google ont racheté à peu près toutes les régies indépendantes qui existaient. Ouais. Donc un marché qui était un peu éclaté, où il y avait une pluralité d'acteurs à droite à gauche, ont vraiment été enfermés. J'allais dire, enfin, Google et Facebook ont mis la main dessus. C'est vraiment devenu assez dingue en utilisant des pratiques hein, qui sont complètement qu'il faudrait faire qu'il y ait des procès contre eux. Enfin, Google mettait la pression à certains sites en leur disant bah, si vous passez pas par notre régie, bah, vous allez avoir du mal à ressortir après sur le search de Google. Enfin, c'était vraiment ce genre de menace-là. Donc voilà, Ils se sont perdus un peu en cours de route, hein, Google. Je me rappelle, année 2003, 2004, quand on les avait vus émerger, ils allaient sauver le monde. Et puis Google Solar, et puis l'information disponible pour tout le monde gratuitement. Et puis deux jeunes dans un garage, c'était à peine une caricature, hein, qui ont ouais, développé une super appli. Et puis leur slogan Do No Evil. Donc ils étaient partis aussi ouais. avec beaucoup de...
Bref, on va pas retracer ce qui s'est passé depuis 20 ans, mais ils sont Non, un peu mais perdus en chemin, on va dire. Ouais. complètement, ouais. Alors moi je connais pas trop les origines, Hmm. mais en tout cas quand j'ai travaillé avec eux et sur l'état du marché, effectivement, je sais pas s'ils se sont perdus, mais en tout cas leur pratique n'était pas très classe Ouais. Hmm. pour prendre des parts de marché. Et de Hmm. l'autre côté, c'est vraiment la Chine qui a envahi le monde des éditeurs et des développeurs de jeux vidéo sur la Ah ouais. base d'investissement, de rachat, de propriété intellectuelle aussi. Et franchement, c'était très fatigant de travailler en fait avec les Chinois qui cherchaient vraiment toujours à nous arnaquer. Hmm. J'ai rien de particulier contre les Chinois de manière générale, mais dans le business, quand on est client, franchement, au bout de 3-4 ans, ça devenait très très dur à supporter. Et de manière générale, l'impression d'être dans un cycle toujours infini de ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Donc vraiment une perte de sens aussi Hmm. par rapport au travail et l'envie de faire autre chose, quoi. Vraiment, je pense Hmm. que j'avais touché le bout. Et à cette époque-là, en fait, C'est en quelle année ça alors? alors c'était en 2017. D'accord. Ouais. Et le seul point positif qui se passait entre guillemets dans le travail, c'est qu'on travaillait de plus en plus avec des développeurs japonais qui passaient par mon agence pour sortir leurs jeux en Europe et aux États-Unis. Et je passais mon temps en fait à faire Paris-Tokyo en permanence. Et c'était le moment des élections aussi en 2017, avec notamment toute la vague Front National qui commençait à monter, Marine Le Pen déjà au second tour. Donc une volonté de repartir à l'étranger, vraiment. Enfin voilà, ça faisait 4 ans que j'étais revenu en France et voilà, j'avais besoin de reprendre l'air aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre la tête, je vais directement aller à Tokyo et prendre la tête du bureau qu'on avait monté à Mhm. Tokyo. Et mon épouse en fait était partante aussi. Elle avait fait le tour un petit peu de ce qu'elle avait fait dans son travail et elle s'est dit, ah bah c'est ouais, ça peut être une super expérience d'aller vivre au Japon, etc. Il s'avère que mon épouse est d'origine vietnamienne. Et du coup, sur le chemin pour aller au Japon, on s'est dit, on va s'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois au Vietnam pour reprendre un petit peu le pouls du pays, retrouver ses origines, peut-être voir la famille, etc., qui est restée là-bas. Et ces 2, 3 mois ont duré 3 ans. Et on n'est jamais allé au Japon. Mhm. Mhm. Donc en fait, on est resté au Vietnam et c'est là où vraiment, moi, ça m'a permis de lâcher prise avec mon agence, puisque je me suis retrouvé dans un environnement très différent, assez loin en fait de mes collaborateurs, sur un autre fuseau horaire, face à des gens qui ne comprenaient pas forcément quel était mon métier et qui le regardaient d'une manière curieuse, Ouais. Oui. mais voilà, qui comprenaient pas trop ce que je faisais. Et un mode de vie ouais, vraiment très, très différent au quotidien. Et du coup, moi, ça m'a libéré en quelque sorte du poids de me dire, je peux faire autre chose, je peux lâcher. J'ai eu beaucoup de temps devant moi aussi. Dû apprendre à remplir en fait un petit peu un vide, mais d'une autre manière, ne pas me sentir coupable de ne pas trop travailler, etc. Puisque je travaillais 12 à 14 heures par jour pendant toutes Ah ces oui. années-là. Mhm. Donc ouais, c'est quand je donnais rendez-vous pour dîner, c'était toujours à 22 heures. Tu c'était le dis avec les dans ton livre d'ailleurs, hein, la charge de travail des alumni en général dans leur boulot diminue le temps disponible pour prendre du recul, se remettre éventuellement en question, faire un pas de côté, regarder, on va dire, l'état du monde, etc. Bon. Ah oui, complètement, ouais. Et je caricature à peine, hein. C'est vrai que quand on s'est rencontrés avec mon épouse, je lui avais donné rendez-vous à 22 heures. Elle m'a dit, enfin, c'est quand même bizarre un rendez-vous à 22 heures pour une première rencontre. J'ai dit, oui, mais c'est là que je termine le travail. Donc j'ai Ouais. dit, OK, on peut se rencontrer vers 21 heures. C'est Je me rappelle de cette anecdote-là dans ton livre, ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, au Vietnam, vraiment, j'ai pris le temps pour faire autre chose, pour me remettre à lire, pour apprendre le vietnamien aussi, pour refaire un peu de sport et me concentrer un petit peu plus aussi sur moi, ma santé, changer un petit peu de mode de vie, puisque c'est vrai que voilà, j'avais un rythme de vie qui était pas très très sain, où j'étais très souvent au restaurant, je consommais beaucoup d'alcool pour des dîners clients, des sorties. Enfin voilà, c'est dès qu'on était au Japon, par exemple, c'était dîner client, plus sortie dans les bars ensuite et karaoké avec consommation Ouais. d'alcool en permanence. Et puis, Donc, et puis 2 jours, la vie de bureau assis,
Ouais, c'était Soit en salle de pas. réunion, soit devant son ordinateur. Bon, là, tout de suite, tous les deux, on est assis devant un ordinateur. C'est pas le propos, mais je veux dire, voilà, le temps manque pour ne serait-ce marcher, courir, faire, voilà. Et du coup, voilà, volonté de faire autre chose. Et ce qui tombait bien, c'est qu'on était assez d'accord en fait avec mon associé pour essayer de tenter de nouvelles choses et donc de garder en fait l'entreprise, mais de la remodeler et de donner plus de sens en cherchant à Hum, résoudre des problématiques sociales et environnementales, puisqu'en même temps, on avait commencé à découvrir l'urgence climatique. hum, Et donc, on a essayé de plein de projets allant de la ferme hydroponique au réseau social à impact positif. Voilà, on s'était posé la question de est-ce qu'on pourrait pas repenser un genre d'Instagram, mais sans toutes les problématiques et tous les vices qui sont dans le fonctionnement de ce réseau social, avec un modèle économique qui n'est pas lié à la publicité, etc. On a fait ça pendant 2 ans et en même temps, je me formais sur les enjeux écologiques et sociétaux hum, de manière générale, en découvrant un peu toute la collapsologie aussi en hum. parallèle. Et pour me rendre compte qu'en fait, bah, c'était très très difficile d'allier déjà en fait des problématiques, enfin des enjeux business avec des réponses sociales et environnementales, que voilà, c'était un peu essayer de faire rentrer un carré dans un cercle de manière générale, et aussi que l'idée d'apporter une solution à un problème grâce à une entreprise, en fait, é- venait d'une manière de penser, en fait, qui n'était, alors, je ne sais pas si c'est pas la bonne, mais en tout cas, un peu à côté de la plaque, puisque par rapport à des enjeux systémiques, et par rapport en fait à une interconnexion de nombreux enjeux, ce n'est pas une solution en fait ou un service qui allait résoudre le problème. Il y a une grosse dimension égo hein, et que l'on retrouve dans dans l'idéologie entrepreneuriale de start-up, etc. Donc voilà, redescendre un petit peu sur terre aussi, ne pas se penser en sauveur du monde, de l'humanité, etc. Arriver avec une solution, mais plutôt essayer de participer et s'inscrire. Et donc, bah, j'ai définitivement arrêté mon entreprise au final pour me consacrer uniquement à des activités bénévoles de sensibilisation autour de ces enjeux au Vietnam. Et je vivais au crochet de mon épouse qui, elle, travaillait dans une école. Et D'accord. voilà, ce qui suffisait amplement puisque le niveau de vie au Vietnam nous permettait de le faire. Oui, Et en limitant vos j'ai dépenses contraintes. Mais tu avais payé ta dette étudiante, oui, j'imagine. Parce que, ouais. j'avais payé Et mes alors, ouais. par curiosité, ça veut dire quoi sensibiliser au Vietnam sur les sujets environnementaux? Voilà, parce que évidemment, Ouais. ils vont pas voir les choses de la même manière que nous. C'est une autre culture, un autre niveau de consommation, Ouais. d'autres risques environnementaux que les nôtres aussi. Bon. Ouais. Alors en fait, j'avais rejoint une association qui s'appelle la Fresque du Climat, qui est Ah oui, ouais. assez connue maintenant. Donc où je m'étais formé et du coup j'animais des fresques du climat, mais pas vraiment pour un public vietnamien, mais plutôt pour un public en fait d'expatriés ou D'accord. Ouais. d'entreprises occidentales qui s'implantaient au Vietnam. Mhm. Et après, sinon, j'essayais de monter aussi des relations entre des fermes et des écoles pour sensibiliser en fait les enfants autour de l'agriculture. Voilà, ça me parlait pas mal. Et après, j'ai travaillé bénévolement dans une ferme aussi, enfin dans ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu, qui était à la fois un centre équestre et une ferme en permaculture, et pour faire des ateliers autour d'activités manuelles, par exemple, construire un four en terre-paille, faire fabriquer soi-même son pain, gérer du compost, etc auprès d'enfants aussi. Voilà, et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'était une des graines qui m'amenait vers peut-être vers l'éducation. D'une certaine manière. Et puis j'ai monté un podcast aussi, voilà, donc je faisais de la sensibilisation là-dessus, qui s'appelait Pocket Green à l'époque, et qui allait à la rencontre en fait d'acteurs vietnamiens engagés sur les sujets environnementaux pour les interviewer. D'accord. En anglais et en vietnamien, j'avais une collaboration. Mon vietnamien n'était pas assez bon pour faire les interviews en viet, mais j'avais une collaboratrice qui elle le faisait. Donc voilà, j'avais interviewé un fermier à Dalat qui faisait du café en permaculture, un autre aussi qui faisait de fabrique de bois Hum. à Saigon, etc. Enfin bon, voilà, tout un tas d'acteurs. Ça m'avait beaucoup plu de faire ça. Et du coup, c'est là qu'est un petit peu née l'idée, en fait,
de lancer le podcast Oser. Mais pourquoi? Par rapport à une réflexion personnelle, en fait, puisque je pense que c'est assez clair. J'étais vraiment dans une quête de sens en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et surtout, comment est-ce que des gens qui ont un peu le même bagage socio-culturel que moi, donc à savoir des gens qui ont fait des grandes écoles, font un changement de métier, font une bifurcation, même si j'utilisais pas forcément ce mot à l'époque. Donc ça, c'était en 2020. Et du coup, je me suis dit, écoute, tu vas te servir d'un podcast pour aller les interviewer. Hmm. Déjà, ça sera aussi une certaine activité. Peut-être trouver un modèle économique autour du podcast. Et puis, dans tous les cas, ça va surtout nourrir, toi, ta réflexion. Ouais. Et en même temps, on a décidé de rentrer en France avec mon épouse. Moi, j'avais du mal en fait à continuer à vivre au Vietnam parce que j'étais en dissonance cognitive par rapport à mon mode de vie là-bas, qui était assez carboné puisqu'on se déplaçait tout le temps en moto. C'est vrai qu'on passait beaucoup de temps dans l'avion aussi puisque voilà, c'est dès qu'on voulait partir en voyage le week-end, etc. C'était vraiment le réflexe de l'avion. Et ça, Hmm. c'était devenu intolérable pour moi. Mhm. Mais Je du peux coup, comprendre. difficile à vivre dans un environnement qui le pratique de manière quotidienne et d'être toujours celui qui l'empêcheur de jouir, Mhm. comme diraient certains éditorialistes sur des plateaux télé. Et du coup, j'avais vraiment envie de me rapprocher en plus des collectifs que je fréquentais, des militants en fait, tout simplement, et qui étaient principalement en France. Donc, retour en France pour lancer ce podcast. On s'est installé à Albi avec mon Hmm. épouse, petite ville dans le sud-ouest. Voilà, volonté de tester autre chose. Et on y est resté 2 ans. Et là, donc, j'ai développé le podcast. J'ai interviewé plus d'une centaine dans le podcast de bifurqueurs de grandes écoles, âgés de 25 à 65 ans. Pour essayer de comprendre vraiment, en fait, quel était leur chemin de vie, leur parcours, comment est-ce qu'ils avaient décidé de bifurquer, quels avaient été les freins, les problématiques qu'ils avaient rencontrées, comment ils les avaient surmontées et qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis au bout de pas mal d'interviews, je me suis rendu compte que bien évidemment, il y avait des liens, des corrélations entre ces différents parcours et j'ai eu envie de les analyser. Donc j'ai pensé en fait à faire une série d'articles au départ pour écrire autour de ça et des petites analyses. Et puis finalement, cette série d'articles s'est transformée en manuscrit. J'en avais parlé notamment avec Julien Vidal à l'époque, qui lui avait écrit pas mal de bouquins. Julien Vidal qui a le podcast 2030 Glorieuse et qui m'avait dit, tu sais, ça peut être pas mal d'en faire un livre, puisque si derrière tu as la volonté aussi de faire des conférences, ou en tout cas de créer une activité autour de ces sujets, le fait d'écrire un livre peut t'apporter une certaine assise, ou en tout cas t'ouvrir plus de portes. Donc j'avais dit, OK, pourquoi pas. Et donc j'ai écrit un premier manuscrit qui était très centré autour des parcours, des portraits, et avec une analyse, mais en filigrane et pas très poussée. Et j'ai rencontré une éditrice chez Payot, grâce à Mhm. Bon Pote. Ouais. Et derrière, en fait, elle m'a dit, c'est super ce que tu as fait, mais du coup, on va quand même tout réécrire pour donner une dimension beaucoup plus science sociale, beaucoup plus sciences humaines. Et j'ai dit, OK, banco. Et donc, j'ai réécrit pendant 1 an. Et ça a donné ce livre voilà, qui s'appelle Le courage de renoncer Ouais. et qui s'intéresse donc aux élites, comme on dit de manière générale, sans donner une connotation positive ou péjorative à ce terme, mais derrière lequel revêt une dimension sociologique et notamment le fait qu'on parle des gens qui sont les plus privilégiés dans des positions dominantes au sein de la société et comment Ouais. ces gens-là, en fait, s'interrogent aujourd'hui sur la voie qui leur était toute tracée, sur leur position dans la société, pourquoi est-ce qu'ils voudraient en changer, et derrière, quels freins ils rencontrent dans cette volonté de changement, et un petit peu quels sont les parcours et qu'est-ce qu'il advient après, en fait, c'est cette rencontre avec les freins. Tout à fait. Prenons effectivement peut-être la deuxième demi-heure de notre échange pour un peu plonger là-dedans. Ouais, À nouveau, le but étant pas de dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, que je recommande de lire. Là, on va en balayer juste quelques euh, principes. Bon, je pense effectivement, comme je disais en intro, ça me paraît être un sujet assez stratégique à plusieurs titres. Bon, tout d'abord, c'est parce que l'élite minoritaire
et mondiale, pas juste occidentale. On parle d'une élite mondiale. Donc, pour faire simple, les 10% les plus riches émettent de l'ordre de la moitié des gaz à effet de serre dans le monde. Et dans ces 10%, bah, évidemment, il y a des Américains, des Européens, mais aussi bah, de plus en plus d'Asiatiques, des Sud-Américains, malheureusement, enfin, pas beaucoup d'Africains comme on peut l'imaginer, mais on parle bien d'une élite mondiale. Et on voit mal tant que ces gens-là, comment dire, continuent d'augmenter leurs émissions, notamment les 1% du haut parmi ces 10% du haut, parce que les 9% d'en dessous peuvent aussi dire ah bah le mec tout en haut il se balade en jet privé, pourquoi est-ce que moi je changerais, etc. Enfin c'est sans fin quoi, c'est sans fin, et si je le dis c'est parce que j'ai déjà entendu ce genre de choses, donc chacun renvoie la balle au-dessus quoi, et les personnes tout au-dessus bah euh, quand on est vraiment dans les 0,01% du haut là ils en sont à un vol dans l'espace. J'ai fait un petit calcul suggérant que, à mon niveau personnel, petits efforts individuels, je dis pas que je suis un héros à 2 tonnes de carbone par an, mais on va dire, voilà, j'ai quand même fait des efforts et divisé mon empreinte de manière importante depuis une quinzaine d'années. Ce que j'ai pu économiser et bousiller en un vol de 15 minutes dans l'espace de Jeff Bezos, quoi. Et juste sa part de son empreinte à lui, parce qu'il y a d'autres passagers dans le vol, mais donc bon, peu importe, c'est pour donner des ordres de grandeur, j'avais fait le calcul. Voilà, ça peut être un peu frustrant, donc on peut tout à fait comprendre que ces 10% du haut mondiaux, dont je fais partie, et dont je sais pas si j'en fais encore partie, peu importe. Tant que ça bouge pas là-haut, enfin pourquoi est-ce que le reste du monde, voilà, c'est une question d'exemple, mais aussi une question de masse, parce que 10% qui représentent 50%, donc déjà ça c'est un point assez important. Et puis ensuite, bon, bah ça c'est en tant que consommateur et émetteur, mais aussi en tant que décideur et producteur. Si ces milieux-là, qui sont, on va dire, la crème de la crème, ne bougent pas alors qu'ils sont aux manettes, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Donc voilà, c'est important de prendre conscience. Et c'est pas juste les alumni, grande école, voilà, les états d'âme, etc. On parle d'un système. Et tu en parles dans ton livre. Hein, il y a un carcan idéologique dont tu vas nous parler. Je pense. Il y a des freins à la bifurcation. Et ce qui est important aussi, c'est on n'est pas là à dire qu'ils sont tous cyniques, on n'est pas à dire c'est l'élite décadente, on n'est pas du tout en train de tomber dans ces caricatures-là. On est en train de parler d'un système qui dysfonctionne. Donc il ne faut pas que les individus se sentent visés par ce qu'on est en train de dire. Les gens sont de bonne volonté, je ne pensais pas la question, et je suis en contact quotidien à la fois avec jeunes et moins jeunes de ces milieux-là. On est en train d'essayer de comprendre le mécanisme. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, peut-être je te laisse rebondir sur ce que tu Ouais. souhaites. Ouais, mais plusieurs choses. Déjà, effectivement, par rapport aux personnes auxquelles je me suis intéressé. Moi, c'est beaucoup en fait des alumni de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, déjà, pour voilà. Même si je donne une dimension plus générale, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans les élites de manière générale, comme tu le dis, mais mon analyse se base quand même beaucoup là-dessus. Ensuite, de l'analyse, et c'est les gens auxquels je me suis intéressé, en particulier sur leur parcours, ne sont pas des héritiers. Donc en fait, il y a quand même en fait une dimension, c'est-à-dire que oui, on va parler des 10% les plus privilégiés, mais je ne me suis pas intéressé aux 0,1% ou même aux 1%, en fait, qui possèdent notamment en patrimoine. Je me suis intéressé donc à ces gens qui vivent de leur travail. Donc, il y avait toute une réflexion notamment pour savoir comment l'expliquer. Tu vois, j'avais pensé, on avait parlé des élites du travail. Voilà, bon, c'était un peu lourd de toujours parler élite du travail, etc. Mais c'est voilà, quelque chose que je voudrais repréciser, puisque effectivement, quand on parle d'élite, ça peut renvoyer à Jeff Bezos, à Bernard Arnault, à Emmanuel Macron, etc. Mais moi, je ne m'intéresse pas à ces gens-là. Les profils que tu décris, ils roulent pas forcément tous sur l'or, loin s'en faut. Alors déjà, la dette étudiante, c'est une chose. Puis ils commencent à travailler, ben forcément, leur boulot se situe à Paris, très souvent cabinet de conseil, banque d'affaires. Ils aimeraient se loger à Paris et être propriétaires, bah, tout de suite, il faut s'endetter sur 20-30 ans. Enfin, voilà. Donc, ils n'ont pas hérité de millions et de millions d'euros pour tranquille déjà être propriétaire à Paris. On parle de gens qui, effectivement, doivent vivre de leur travail, rembourser les dettes de leur travail, qui sont cadres sup bien payés, certes, mais c'est pas. Enfin, voilà, je te laisse poursuivre. Non, mais tu as fait raison. Et peut-être pour donner quelques chiffres, moi j'aime bien sortir en fait ce chiffre de l'échelle des revenus de l'Observatoire des inégalités. Ouais. En gros, ça veut dire quoi faire partie des 10% les plus riches en France aujourd'hui? Mmh. Si tu gagnes plus de 3 261 euros net par mois après impôt, à titre individuel, Ouais. tu fais partie des 10% les plus riches de France. Donc, c'est pas non plus des chiffres qui sont, entre guillemets, mirobolants. Voilà. Donc, non, 3200 net, la vie à Paris, enfin voilà, on peut dire, tu boucles peut-être pas les fins de mois pour peu que tu aies
un loyer un Je, peu élevé, enfin voilà, enfin toute proportion gardée quand on dit on boucle pas les fins de mois, mais c'est pour dire c'est pas une vie de tout repos. Non, et c'est quand même intéressant de l'avoir en tête puisque ça permet d'inclure un petit peu plus et ça permet aux personnes qui nous écoutent aussi de se positionner. Voilà, Très important. sachant que le revenu médian en France est de l'ordre de 1700 1800 euros. net, c'est vrai. Hum, Donc voilà, c'est juste hum. pour donner quelques chiffres et savoir un peu comment se positionner. Euh, et après, en fait, ce qui moi m'a intéressé en fait à travers ce livre, donc c'était vraiment une question d'essayer de comprendre ces mécaniques et quels étaient les parcours de ces bifurqueurs. Donc, comme j'ai dit, le livre est en trois grandes parties. Pourquoi est-ce qu'ils décident de sortir de la voie royale? Quels sont les freins qu'ils rencontrent, à la fois sociaux, financiers et idéologiques? On va peut-être Hum. rentrer juste après dedans. Et ensuite, surtout, ok, comment faire pour dépasser ces freins? Voilà, comment est-ce que certains arrivent à dépasser ces freins? Ce que je remarque aujourd'hui, avec un petit peu de retour suite à la sortie du livre en octobre, Ouais. et en fait une analyse, alors que je ne mets pas tellement dans le livre, mais qui est assez frappante, c'est de dire, en gros, chez les plus privilégiés, il y a énormément de gens qui s'interrogent avec Hum. des vraies prises de conscience. Ouais. Je Sauf suis que, d'accord. Je suis d'accord. C'est très net. Au-delà de nos bulles, réseaux sociaux, etc., la situation est très différente d'il y a même 5 ans. Alors, je parle même pas d'il y a 20 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, mais là, c'est plutôt pris au sérieux. Une question comme les limites planétaires, ouais, c'est quasi incontournable. Ailleurs qu'en France, je sais pas, mais une grosse part des élites françaises, je sais pas forcément d'ailleurs si c'est chez les jeunes, parce ils en sont enfin, pour enseigner à l'EM Lyon à nouveau et regarder un petit peu les sondages chez les jeunes, cette fameuse génération climat, on la voit pas, on la quantifie pas vraiment, hein. Il y a une minorité de jeunes très investis, mais globalement, effectivement, moi je le vois plutôt chez les trentenaires, quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires, enfin 30 ans et au-dessus, à tous les échelons de décision, où effectivement ils se disent mais il y a un truc qui cloche dans le système. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Et je le vois de plus en plus chaque année. Une crise comme celle de l'eau sonne encore un peu plus les cloches. Voilà, les rapports du GIEC, etc. Enfin voilà. Pardon, je te laisse poursuivre, mais cette non, prise de non, 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 mais conscience, je pense que c'est pas juste un effet bulle, c'est un vrai phénomène de masse euh, parmi les élites et ailleurs, mais y compris parmi les fameux 10% du haut. Ouais. et alors surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, et un petit peu à l'image de moi, mon propre parcours, c'est que c'est pas forcément ces questions environnementales et écologiques qui aussi alertent uniquement et Ouais. donnent envie de changer de mode de vie. C'est de manière générale, en fait, c'est que ce mode de vie rend malade même les plus privilégiés. Il y avait un Hum, chiffre que je sortais dans le livre qui était une enquête de cadres emploi qui interrogeait des cadres supérieurs et 50% d'entre eux disaient avoir été déjà en situation de burn-out. C'est hum, quand même hallucinant de se dire que parmi les plus privilégiés, un sur deux se retrouve ou se sent ou a l'impression d'avoir été en situation de burn-out. Et donc, de manière générale, en fait, que ce soit dans le travail, dans le mode de vie quotidien, dans la pression, ou alors face aux enjeux, une perte de sens, un ennui, etc., il y a vraiment en fait une volonté de sortir de ce système, mais qui est freiné parce qu'on fait partie d'un entre-soi, parce qu'on a une dette financière, parce qu'on a un certain niveau de vie, parce qu'il faut se mettre d'accord avec son ou sa moitié, parce que changer de mode de hum, vie, en fait, et tu l'as très bien dit, en fait, ces élites, pour la plupart, vivent à Paris, hum. intramuros, travaillent dans Paris, et du coup, en fait, changer de métier ou changer de voie, c'est pas uniquement se dire, ah bah, je passe de McKinsey à Emmaüs, puisque passer de McKinsey à Emmaüs, ça veut dire bah, changer d'appartement, ça veut dire donc changer l'école des enfants, s'il y en a, ça Hum, veut dire arrêter de partir en vacances avec les copains de la manière dont on le hum. fait, ça veut dire arrêter, enfin, tous les modes de consommation, et du coup, ça veut dire s'exclure ou se marginaliser d'une certaine manière, ou en tout cas changer de cercle social. Donc c'est un vrai pas qui n'est pas si simple Ouais. Et puis, à faire. et puis psychologiquement, voir tes amis qui gagnent, je sais pas quoi, dans les grands cabinets, au bout de 3 4 ans d'expérience seulement, déjà on a 100 120 000 bruts, Ouais, voilà. Et tes copains vont vers 150 200 000, et toi tu descends. Quand bien même il y aurait pas tous les problèmes que tu cites, hein, une dette, l'école des enfants, les voyages, etc. Rien que psychologiquement se dire, on va se séparer à ce point. Moi, je vais ouais. aller vers, je sais pas, 20, 30, 40 000 bruts et eux vont aller vers 200. Rien que, enfin,
c'est un pas à franchir quand même. Je dis Complètement, pas à nouveau que ouais. ces gens sont à plaindre, que 30 000 bruts, c'est horrible, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est sortir de cette course euh, au plus haut revenu. Mm. Euh, et on a plutôt tendance à se comparer aussi à son voisin que au malgache moyen quand on est dans ces milieux-là. Enfin voilà, on Tout à fait. relativise pas comme ça. Voilà. Bon. Non, c'est sûr que et puis par rapport à son milieu social et à son cercle social et effectivement Hum, sans avoir même forcément conscience ou connaissance de comment vivent réellement d'autres, de comment on pourrait faire parce qu'on peut toujours faire différemment. La question c'est est-ce que ça colle par rapport à notre vécu, par rapport à nos liens et à notre cercle hum, social vraiment hum, puisque et à partir surtout d'un certain âge, c'est pas si facile de se réinventer ou de réinventer son hum, cercle social et encore une fois, c'est une décision qui ne se prend pas tout seul, à part si effectivement on est, hum. euh, on est célibataire. Et puis, tu parlais, Mais pardon aussi, tu parlais de choses, le bien frein de sûr, l'entre-soi aussi, qui je pense ça limite s'exacerbe décennie après décennie, c'est-à-dire la mixité sociale recule. Et donc, bon, pour renverser le propos, une part très majoritaire des classes ouvrières ne croise jamais une personne aisée, enfin, ne croise jamais de personnes aisées. Et donc, et vice versa, quoi, forcément. non, mais je sais Donc, plus et qui c'est un avait dit ça. vrai, donc c'est qu'on est dans un milieu où se rend même pas compte de ce qui se passe ailleurs. Enfin, où on se rend de moins en moins compte, ce qui est idéologiquement aussi, de n'être pas forcément, quoi. Mais tu as tout à fait raison. En fait, l'entre-soi n'est pas l'apanage des plus riches. Toutes les classes sociales vivent dans un certain entre-soi. Et alors je sais plus qui disait ça, mais c'était de dire c'est si les plus précaires savaient réellement comment vivent les riches, ils auraient déjà sorti les fourches. C'est peut-être toi d'ailleurs qui l'avait posté d'une certaine manière Je comme sais, ça. bah, je voudrais pas inciter à la violence ou quoi ou casse, mais après je me dis bon, ça, à nouveau sont caricaturés, mais ça n'empêche pas, je sais pas, 50 minutes inside de faire des cartons d'audience auprès de toutes les classes sociales, dont populaires et moyennes, et 50 minutes inside, tu vois, des milliardaires qui, voilà, bref, ont une empreinte environnementale très élevée, un Gigantesque, mode de ouais. vie faste, et pourtant, donc cette je sais pas, pas haine des riches, je sais pas quel serait le bon terme, mais ce Mm. ressentiment, Ouais. et à nouveau, tout le monde est à genoux face à la famille royale anglaise, tout ça. Bon, je comprends pas bien, en fait, ce sujet-là, je pense. J'ai toujours pas compris si les gens ont un vrai ressentiment ou si ça leur va très bien qu'il y ait une oligarchie qui fasse sécession, bon, bref, Il y a ou une le, bourgeoisie qui se détache. Bon, Il y a, bref. il y a le bouquin de David Guibaud sur la méritocratie, que je cite pas Ouais, mal dans mon livre aussi, qui est assez intéressant pour comprendre en fait ces différents mécanismes. Lui, c'est un ancien énarque, et pour comprendre en fait les différents mécanismes entre eux, justement les plus privilégiés, comment est-ce que eux s'accordent avec leur position dominante, mais ouais. aussi les dominés, comment est-ce que eux s'accordent en fait avec cette position de dominé pour justement pour faire taire une certaine dissonance et créer un grand récit dans lequel appartenir pour que leur place en fait ne soit pas une souffrance. Hum, Et je voulais juste revenir sur un point aussi sur les freins. Euh, Peut-être que les gens peuvent se dire, oui, d'accord, mais freins sociaux, changer de mode de vie, enfin, finalement, c'est pas si compliqué. Euh, Rationnellement, c'est vrai, c'est pas si compliqué. Mais il y a un autre point aussi à prendre en compte et qui, moi, me fait beaucoup douter aussi de plus en plus de la capacité des privilégiés ou de la volonté à opérer une bifurcation, c'est le fait que bifurquer dans un monde de plus en plus marchandisé, de plus en plus privatisé, notamment à travers des services de soins, de santé, d'éducation, ouais. c'est aussi en fait se mettre dans une certaine précarité choisie et du coup se mettre dans une position de danger alors qu'on est dans une position protégée. Alors pas forcément pour très longtemps, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même en fait ce sentiment et cette réalité que l'argent protège et que Bah oui, du coup cette ce qui est pas position, faux. Malheureusement, c'est pas c'est ça. faux. Tu vois l'état de l'école publique se dégrader, l'état de l'hôpital public se dégrader. Dans un pays comme la France, qui est en plus pas le plus à plaindre sur les services publics, donc on peut imaginer ailleurs. Mais mettons même sur la France, et effectivement, vu comme ça, se dire, oula, j'ai intérêt à continuer à gagner pas mal d'argent, mettre pas mal de côté, au cas où
entre guillemets, tout s'effondre, j'en sais rien. Voilà, garder quelques centaines de milliers d'euros de côté en cas de malheur, j'en sais rien, cancer ou une maladie terrible, où demain il va falloir avoir les moyens pour se faire soigner et le système hospitalier se sera enlisé. Enfin, c'est que, effectivement, l'avenir fait peur et une réaction de repli peut être celle-ci aussi. Et bon, la manifestation extrême de ça, c'est je m'achète une île privée en Nouvelle-Zélande, un bunker de milliardaires. Mais ça, c'est pas, enfin, quoique c'est quand même préoccupant. Et à nouveau, ici, on est là pour parler plutôt des 10% du haut et pas des 0,1%. Mais tu as tout à fait raison. Pardon, hein, je te coupe Non, souvent parce non, que non, non, ce mais que tu as tu dis est raison. vraiment, enfin, chaque point mérite vraiment qu'on s'y arrête pour comprendre à quel point c'est déterminant finalement. Mais voilà, je te laisse repoursuivre. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et du coup, cette question de précarité choisie est un vrai, est un vrai sujet bloquant, et on pourra y revenir après sur ce que voudrait dire réellement une bifurcation. Hum, Bah, le dernier frein, hein, donc après socio-financier, c'est le frein idéologique. Et celui-ci, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'étude, je l'avais pas vu venir. C'est vraiment dans l'analyse que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai frein idéologique et que c'était potentiellement le plus gros frein en fait au sein hum, de cette population. Le frein idéologique, en fait, c'est le fait de baigner dans l'idéologie capitaliste néolibérale de manière générale. La société baigne dedans, mais en particulier les plus privilégiés. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette idéologie que j'explique? J'essaie de donner des exemples. C'est notamment le rapport à la propriété privée, c'est le rapport à l'éthique du travail, c'est l'idée de méritocratie, c'est de manière générale la foi dans le progrès technique, mais aussi dans l'individualisme hum. de manière générale. Et tout ça, en fait, est un espèce de carcan qui fait que elle nous bloque dans une certaine vision du monde, dans un certain sens, et elle érige en tant que loi naturelle des faits qui sont plus de l'ordre du social ou du culturel. Hum, Typiquement, c'est l'affirmation comme quoi les gens par nature sont égoïstes ou cherchent leur hum, propre intérêt. Non, c'est faux. Il y a pas de loi naturelle ou physique ou physiologique qui fait que par nature, les gens vont être plus individualistes qu'altruistes. C'est en partie le conditionnement socio-culturel qui fait qu'on va hum. tendre d'un côté comme de l'autre. Mais du coup, en fait, toute C'est cette comme ça que toutes les naturalisation. idéologies s'imposent, hein, en se prétendant répliquer les lois de la nature. Alors, chacune à leur manière. Le christianisme, le système de caste en Inde, le stalinisme et pardon pour le point Godwin, le nazisme, chacun disait c'est dans la nature des choses que ce soit comme ça. Et bon, alors pour revenir aussi sur ce que tu dis sur le carcan idéologique, alors il y a le point Godwin, mais dans les milieux néolibéraux, c'est rapidement le point Staline, quoi. C'est there is no alternative, c'est ça ou Hmm. l'URSS. Bon, Ouais. on peut peut-être imaginer des nuances entre Thatcher et Staline. Enfin bref, je te laisse Ouais, poursuivre. ouais. Non, non, mais complètement. C'est exactement ça, en fait. C'est qu'en fait, tout ce carcan idéologique enferme sur une seule vision, hein. C'est-à-dire que c'est ce que nos dirigeants actuels vont dire. Bah, attendez, si on ne change pas les retraites ou si on ne réduit pas la dette, c'est le stalinisme ou c'est l'effondrement. Bah, non, c'est pas vrai. En fait, il y a plein de manières de faire. Et en plus, tout ça sont des normes sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de loi physique ou biochimique qui impose un certain fonctionnement de la société. Ce sont des lois humaines que l'on peut écrire, réécrire, inventer, réinventer. Mais en fait, pour voir le champ des possibles et voir ces différentes nuances que l'on peut avoir, il faut déjà déconstruire cette idéologie et la ramener à, à son point de croyance, en fait, même si on décide d'y adhérer, en fait, puisqu'on baigne toujours dans des croyances. Mais je pense que ce qui est important et ce que font certains bifurqueurs qui opèrent une transformation assez radicale et profonde dans leur mode de vie, Hum, c'est vraiment en fait de remettre cette idéologie à sa place comme étant une ouais. croyance et non pas comme une loi naturelle. Ce qui demande un gros travail sur soi de déconstruction que j'explique Ouais, tout à fait. dans le bouquin. Je Ouais. sens quand même qu'on, y compris dans le monde de l'entreprise, des cadres dirigeants, et puis dans tous les autres sphères de la société aussi, mais quand même à minima une remise en cause de plusieurs dogmes qu'on nous a servis comme
immuable dans l'ordre des choses et l'être humain après tout est comme ça, ben, la croissance est bon. Est-ce qu'on peut éternellement faire toujours plus? Enfin, est-ce que la France va avoir un PIB de 500 000 euros par habitant en 2100? Enfin, et si oui, pourquoi faire et à quoi ça ressemble? Enfin, bref, se dire où est-ce que ça s'arrête? À quel moment on plafonne? Et tu sens quand même une scission entre certains qui disent bah non, il y a bien un jour où il faut que ça se termine et d'autres qui ne veulent pas le voir. La mondialisation, là, le protectionnisme, c'était mal perçu, pour pas dire carrément vu comme une idée d'extrême droite il y a encore pas si longtemps. Et là, Ouais. bah, en fait, c'est limite la norme. Donc voilà, on est allé trop loin dans tout mondialiser. Le technosolutionnisme aussi, hein, je le sens remis en cause. Et voilà, une illustration de ça, c'est le propos de Macron sur la fin de l'abondance, hein, donc que ça vienne quand même d'un président de centre néolibéral, mondialiste, etc. C'est pas anodin, je trouve. Et c'est aussi reflet de questionnements que je vois traverser les entreprises, les gens. Je trouve que c'est voilà, ça me paraît nouveau. Je dis pas que la bataille est gagnée, mais oui, il y a des germes de changement peut-être. Euh, Peut-être justement, bah, la transition est toute faite, mais prendre peut-être ce dernier quart d'heure pour parler, bah, une fois qu'on a surmonté tous ces freins, ou Ouais. pas d'ailleurs, mais à quoi ressemble une bifurcation, sachant que c'est un phénomène, je dirais pas récent, ça fait des décennies que les gens vont vers du vivre autrement. Voilà, il y a eu, je sais pas, la génération 68 qui a déjà, à Même l'époque déjà, avant. ouvrait je sais pas comment on appelait ça à l'époque, mais des formes d'écolieux. Bon, voilà, c'est une bifurcation possible, mais on sent que ça s'accélère depuis quelques années avec une massification de la quête de sens, plus un Mhm. sujet social que, voilà. Voilà, de ton retour d'expérience aussi, des nombreux échanges que tu as eus, sans à nouveau dire tout ce qu'il y a dans ton livre, mais Non, 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 non. comment ça Euh, se passe? Voilà. alors, en fait, ce qui est, si je grossis le trait, un petit peu, il y a un fonctionnement un peu comme un entonnoir, avec, on va dire, une grosse partie donc, des privilégiés qui se posent des questions, une petite minorité qui décide en fait de bifurquer, et donc en surmontant en fait ces freins. Et en fait, cette minorité, ce qui se passe réellement, c'est que très souvent, malheureusement, elle est un peu rattrapée par le système et elle va tomber dans ce que j'appelle le greenwashing ou les fausses bonnes idées. Ouais. Et que du coup, en fait, elle, pour faire taire la dissonance cognitive, parce que tout changement individuel ou que ce soit dans son métier, dans son mode de vie, en fait, est bloqué par rapport à bah, des plafonds qui sont l'ordre du macro-social et du fonctionnement du système dans lequel on vit. Et du coup, pour continuer à donner du sens, eh ben on va se rattraper en fait à certaines branches de ce système en se racontant une histoire, comme quoi finalement on œuvre quand même à certaines choses. Alors, Hum. et du coup, ce qui fait que les bifurcations radicales, les vraies transformations en fait, euh, sont très très peu nombreuses réellement. C'est voire quasi inexistante, puisque la plupart en fait de ces privilégiés qui ne se déconstruisent pas suffisamment, en fait, qui ne travaillent pas, enfin, qui ne font pas un travail sur eux de déconstruction de ces croyances, en allant vraiment à la racine des choses. C'est pour ça que je parle de radicalité, en allant à la racine des choses, en interrogeant même, par exemple, la place de l'État, en se demandant si bah, est-ce que l'État, c'est quelque chose de bien? Est-ce que l'État veut réellement le bien commun? En interrogeant la question de la monnaie, par exemple, en questionnant vraiment le rapport à la propriété privée. Donc, c'est toutes ces choses qui sont au cœur même de notre système. Et parce qu'il faut aussi bien vivre, en fait, dans ce système. Donc, beaucoup vont Ah se ouais. dire, ah bah, non, finalement, je vais donner du sens en travaillant sur des voitures électriques, en faisant de la finance verte, en travaillant dans le recyclage, etc., ou en travaillant dans la communication responsable. Et bon, qui en fait reste une logique qui est récupérée par le capitalisme et qui, malgré un pseudo-verdissement, reste en fait quelque chose qui vient nourrir le système. Alors du coup, c'est ce qui pose la question de comment est-ce qu'on pourrait favoriser des bifurcations beaucoup plus radicales en opérant pour une transformation du système. En fait, c'est la difficulté de la bifurcation, c'est qu'on a un peu toujours en fait les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est pas
c'est pas quelque chose, on n'arrive jamais à un point final où on va pouvoir se reposer. On est toujours à cheval entre un système contre lequel on lutte ou qu'on essaie de transformer, et aussi le fait de devoir vivre et donc d'être et de faire partie de ce système. Et c'est toute la question de comment est-ce qu'on arrive à œuvrer pour sa transformation tout en vivant de celui-ci. Donc c'est quelque chose qui n'est pas aisé psychologiquement, qui est assez fatigant. Tu retrouves beaucoup effectivement de bifurqueurs qui sont assez fatigués psychologiquement. Mais ce qui explique aussi le fait de pourquoi est-ce on se raccroche en fait derrière à des histoires qu'on se raconte pour faire taire cette dissonance. Hmm. On se met un peu de pression aussi, hein, parfois quand on bifurque, on porte le poids de beaucoup de choses. Je parle de vécu personnel. On suit beaucoup les nouvelles, dans mon cas plutôt les nouvelles environnementales, mais aussi je suis bien conscient que les indicateurs sociaux vont pas très bien non plus. Et apporter tout ce poids-là et le torrent de nouvelles, pas forcément toujours réjouissantes, et il n'y a pas besoin de voir les nouvelles pour ça. Il suffit aussi de regarder autour de soi. Donc ça peut effectivement exacerber une sorte de burn-out que tu décris. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre qui est, oui, non, mais tu as tout à fait raison. Moi, des questionnements que je retrouve assez souvent pour incarner, dans le sens que ce que tu dis, à nouveau, pour grossir le trait, des consultants en strat, pour faire de la croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité sans se préoccuper vraiment de l'extra-financier ou de la RSE, on va dire, qui veulent devenir consultants en RSE. Alors, c'est bien, mais à nouveau, est-ce que c'est une bifurcation vraiment radicale au sens la RSE a aussi ses limites, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux comprendre aussi un métier comme consultant, on va dire, dans la sphère des prestataires intellectuels, c'est quand même confortable de rester parmi les prestataires intellectuels, pas trop perdre en revenus. C'est un métier quand même plutôt confortable physiquement, hein, ne nous le cachons pas. Et après, est-ce que vraiment c'est utile? Parce que j'ai vu quand même des cycles de RSE, quoi. Est-ce qu'on n'est pas reparti pour un tour de encore plus de KPIs, encore plus de pilotage, encore plus d'indicateurs? J'ai l'impression d'entendre un peu les mêmes choses depuis un moment sans remettre en cause forcément le cœur du système. Une nuance que j'apporterais peut-être à ce que tu dis pour les industries dites vertes, donc énergie renouvelable, voitures électriques, etc., euh, alliées à de la sobriété, mais même mettons en soi, pour moi c'est vraiment une menace pour l'ordre établi par les pétroliers depuis 100 ans. Il faut renverser cet ordre-là, pas que pour la planète, mais vraiment en général. Donc je le dis, mais à la fois viscéralement, mais aussi de manière très construite sur ce que les Ouais, pétroliers ont fait. ouais, Évidemment, le pétrole, le gaz offre beaucoup de services à la société, c'est pas ça qui est. Mais maintenir cet ordre-là, enfin non, il faut en sortir. Il faut en sortir. Et effectivement, le véhicule électrique, malheureusement, c'est imparfait, mais c'est une des armes qu'on a pour moins se déplacer, enfin de sortir de la dépendance au pétrole, aussi imparfait que soit, parce que peut-être un problème ouais. de fond, c'est la voiture individuelle en soi. Déjà, C'est ça en avec fait. l'étalement urbain, les parkings, enfin tout ce que ça C'est engendre, quoi. Ouais. c'est un peu ça. En fait, je dis pas que la voiture électrique est moins bonne ou aussi délétère que la voiture thermique. Bien évidemment, non. Et je renvoie les gens vers les travaux de Aurélien Bigot, si je dis pas de voilà Non, tout à fait. pour creuser cette La question. référence. Je pense que pour le coup, voilà, c'est très clair là-dessus. En revanche, la question qui se pose, c'est avant tout, comme tu le dis, c'est celui du remplacement, de ne pas remplacer la voiture individuelle. En fait, aujourd'hui, je ne vois pas, enfin, c'est ce qui est indécent, c'est de voir que 50% des déplacements sont faits pour faire moins de 2 km, je crois, et qu'en fait, on a pour la plupart des centres urbains, on n'a pas besoin de voiture. Donc, ce qu'il faut supprimer, c'est la voiture, en fait, qu'elle soit électrique ou thermique, sauf dans les cas où aujourd'hui on ne peut pas faire autrement dans certains espaces et où là, effectivement, la voiture électrique peut avoir tout son sens. Mais c'est surtout une réduction drastique des voitures individuelles Ouais, et puis de manière générale. 50% des voitures neuves, qu'elles soient électriques ou thermiques, sont des SUV avec voilà toutes les côté électrique, les pollutions minières et les contraintes de métalliques que ça engendre et voilà et puis la consommation, le surcroît de consommation énergétique, bien que ce soit électrique, voilà.
que ça engendre, et d'où ce produit est devenu soudainement, en seulement 15-20 ans, non négociable, absolument un besoin indispensable à la société. Bon, bref, Oui, parenthèse refermée, mais non, mais c'est parce que c'est en fait c'est important ce que tu dis parce que c'est exactement cette logique en fait de un peu de greenwashing ou de fausse bonne idée qui vient quand on n'a pas pris le problème à la racine, quand on ne remonte pas hum, suffisamment loin. C'est-à-dire qu'on se dit ah oui d'accord, donc ce qui est pas bien c'est les fossiles, donc c'est pas grave, on va remplacer thermique par électrique et tout sera ok. Non, en fait c'est pas ok puisque le problème c'est pas thermique ou électrique, c'est voiture individuelle. Euh, et, euh, et surtout, alors encore une fois, on parle des plus privilégiés. Et tu le disais très bien, que ce soit les SUV ou même la voiture, pour de nombreux privilégiés, c'est juste une question de confort. Voilà. hum. Alors bien évidemment, il y a plein des, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des exceptions. Si on est en difficulté physique, si on est handicapé, et il y a des moments où peut-être on peut avoir besoin d'une voiture pour emmener des enfants à Non, l'hôpital bien ou sûr. que sais-je. Voilà, bien évidemment, mais de manière générale, les plus privilégiés qui sont en santé physique suffisante pour se déplacer et qui vivent dans les grands centres urbains et notamment comme Paris, où il y a une station de métro tous les 500 mètres, peuvent très bien prendre le métro, prendre le bus, le vélo ou marcher à pied et ne pas utiliser leur voiture, parce que la voiture est juste une question de confort. Voilà. Ouais, non, mais c'était effectivement c'est pas seulement du bon sens, mais c'est des débats qui sont tellement fréquents. Enfin, je sais pas ce qu'il faut de plus pour. Non, peut-être pour clore notre échange. Et merci Jean-Philippe pour tout ça. Mais peut-être une question provocante, mais pas à dessein. C'est pour à nouveau grossir le trait et voir ce que tu as à l'esprit sur une bifurcation entre guillemets. Comment dire, pas efficace, mais authentique et aboutie. Voilà, une bifurcation aboutie. Est-ce que la conclusion de tout ce que tu exposes finalement, et avec ce que tu as dit sur les fausses bonnes idées, qui est très judicieux, hein, mais est-ce que la conclusion de tout ça finalement, c'est pas aller soit vers un métier manuel, voire idéalement une communauté anarchiste, et je dis pas anarchiste au sens péjoratif, mais vraiment au sens une organisation qui tend vers l'autonomie, enfin bon, euh, type, ça peut être un écolieu ou autre. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ça que tu dis qu'il faudrait idéalement faire ou alors, voilà. Euh, Alors, peut-être si, et c'est la question de l'anarchiste, de l'anarchisme m'intéresse particulièrement depuis plusieurs mois, sur quelque chose qui m'était assez étranger Hmm. auparavant. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire, et en fait, avant tout, je pense qu'il n'y a pas de bifurcation aboutie, pour revenir un peu Hmm. à ce Ok, que je disais ouais. avant. En fait, c'est que c'est un peu sans fin, et c'est le caractère un peu épuisant en fait de cette situation sans fin parce que la fin au final c'est un peu la même pour tout le monde. Mais après sur le fait de changer radicalement de mode de vie, je pense qu'il y a déjà mettre de côté un petit peu la question du sens. Que l'on entend fréquemment en disant ouais je veux donner du sens à mon travail, etc. Et peut-être s'interroger plus sur l'utilité sociale ou environnementale que l'on peut avoir dans son travail, puisqu'on peut trouver du sens à extraire finalement du pétrole, hein. On peut trouver du sens à travailler dans une banque d'affaires. Je pense qu'on peut trouver du sens dans à peu près tout. Mais et interroger la question des besoins. Donc de quels sont les besoins auxquels j'ai envie de répondre, de rentrer, etc. Et surtout, donc voilà, ne pas se focaliser uniquement sur cette question du sens dans son métier, ne pas regarder que le prisme de sa consommation, regarder aussi son épargne, ce qu'on fait de son argent, surtout quand on est les plus privilégiés, où est-ce qu'on met son argent, dans quelle banque, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Hmm. Et puis surtout, j'ai envie de dire, redevenir citoyen et se politiser. Politiser, pas forcément au sens d'aller dans des partis politiques. À titre personnel, je ne Ah, je crois comprends bien, ouais. absolument, je crois absolument pas qu'il se passera quoi que ce soit au niveau des partis politiques, mais rentrer soit dans des mouvements associatifs, militants, ça peut être sur la désobéissance civile, ça peut être dans Hmm. des actions plus violentes aussi. Voilà, je recommande de lire le livre d'Andreas Malm, Comment saboter un pipeline, pour Ah ouais. revenir voilà, sur l'historique en fait des luttes sociales et en quoi la non-violence est comme guigne et ligne directrice n'est absolument pas le marqueur essentiel de même des grandes figures de l'histoire comme Luther King, Gandhi, etc., qui ont leur part de violence également.
Et donc pour pareil déconstruire quelques mythes et quelques idées reçues là-dessus. Après, je dis pas qu'il faut tout cramer. Non, mais écoute, la désobéissance civile, bah, même Jean mais voilà. Covici est passé chez Extinction Rebellion à se dire, bon, écoutez, il y a des choses qui, à certaines époques, étaient jugées illégales, comme ce qu'a fait Mandela sous l'apartheid, voilà. Et puis après, on a coupé la tête de Louis XVI, c'était illégal, mais bon, 200 ans plus tard, on se dit que c'était plutôt, bah, pour Ben, beaucoup, s'interroger c'était une sur bonne idée, mais bon. la légalité, Euh, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le droit est légitime, par exemple? Quand le droit favorise la rentabilité à court terme, la destruction de la biosphère, est-ce qu'il est légitime? Et donc, On, enfin on va, voilà. on va pouvoir te rétorquer, alors évidemment c'est des longs débats et on va pas le trancher maintenant, mais on va pouvoir te rétorquer, oui, à ce moment-là, chacun fait sa propre loi et donc les terroristes islamistes ont raison, bon, ok, mais est-ce que effectivement, Alors je sais pour le pas, coup, de fusiller des ouais. innocents au Bataclan, est-ce qu'on peut apparenter ça à une action effectivement de sabotage qui ne fait pas de victimes? Voilà, parlons-en, quoi. Est-ce que la lutte Surtout, contre ouais. les mécréants, on peut l'apparenter à la lutte pour le climat? Voilà. Bah, en fait, non, Euh, je pense que c'est effectivement, c'est assez facile de finalement renverser un peu si tu me permets. ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est la question de l'éthique derrière. Hein. Hum, Et ce pourquoi on se bat. Quand on se bat, entre guillemets, pour la vie, pour la justice sociale, c'est très différent que de se battre pour le pouvoir de domination d'une minorité ou l'imposition de terreur, etc. Même si, après, voilà, ça demanderait à rentrer dans plus de détails, on va pas le faire ici, etc. ouais, Mais ce que je voulais te dire de manière plus générale, en fait, c'est surtout se politiser. C'est ne pas, en fait, ne pas rester sur un regard uniquement individuel de moi, mon métier, moi, ma consommation, ou même moi, mon épargne, etc. Mais re-rentrer, en fait, ouais. dans des collectifs parce Hum. que il n'y aura pas de transformation sans transformation du système. Et la transformation du système viendra toujours d'un mouvement collectif, hein, de plusieurs mouvements collectifs. Donc voilà, c'est vraiment repolitiser la question de la bifurcation comme une bifurcation sociétale et non pas uniquement individuelle. Non, bien sûr. Oui, non, c'est clé. Je le rappelle, j'essaie de le rappeler le plus souvent possible. On a souvent tendance, le premier réflexe, aussi faire son bilan carbone et comment je peux agir en tant que consommateur. Et c'est très bien, on ne dit pas, mais on peut agir de tellement d'autres manières qui sont peut-être même parfois plus importantes. On peut agir en tant que producteur, en tant qu'épargnant, tu l'as cité, où est-ce que je mets mon argent, en tant que citoyen, en tant qu'activiste, enfin toute cette palette de. Écoute, ce sera le mot de la fin de ta part, tu l'auras mieux formulé que je ne le pourrais. Et je te remercie beaucoup, Jean-Philippe. Hein, donc, Maintenant, merci à toi pour l'invitation. non, bien sûr, non, j'ai lu le livre et je me suis dit, non, mais il faut en parler. Donc, le courage de renoncer, évidemment. Il y aura plus de détails que ce qu'on a dit là. J'espère aura donné envie de creuser plus loin. Et aussi, bah, évidemment, si vous voulez nous écrire, en parler, parce que vous êtes reconnu dans les témoignages et vous interrogez. Bon, moi, je reçois déjà des messages un peu tous les jours, des gens qui s'interrogent ou qui bifurquent. Et j'imagine que toi aussi, évidemment, nous sommes contents de voir que les choses fourmis, que les gens phosphorent et que beaucoup vont assez loin, hein, au final. En partant d'assez loin, vont assez loin. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bah, merci à toi, Cyrus. Au revoir.